Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Monde Musicaux et bienvenue, cher Liviu Dospinescu, Cher Christine, un Roumain. merci. Un Roumain à Paris. Pardon, à Québec. Partout. Alors, j'étais persuadée que tu avais le micro vert, mais on va voir. Je ne l'ai pas ouvert. Ah, je crois que ça va. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, Liviu, aujourd'hui on s'est dit, cette émission au fond elle est née dans notre tête, on va dire, il y a quelques jours, mais il y a surtout un an, au moment où j'ai eu le bonheur d'assister aux travaux des étudiants qui étaient avec toi dans ton cours pour étudier, pour travailler Beckett. Et j'ai vu de belles choses là d'ailleurs, on s'en parlera un moment. Là, il y a eu de belles choses à partir de Beckett, leur manière de comprendre Beckett me rappelle de toutes sortes de choses. Salut à eux. Et toi, de toute façon, Beckett est dans ta vie depuis, alors là, il fait partie intégrante de ta vie. Entre autres, tu as fait ta thèse sur Beckett. Oui. Tout simplement. Et là, il faut savoir aussi que tu es en train de faire 1000 choses, hein, d'ailleurs. Alors, ça veut dire qu'on a un moment suspendu entre tu t'en vas en voyage pour faire du travail artistique théâtral. C'est la fin de la session, tu es prof. Depuis quand est-ce que tu es... Et il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est il y a quelques mois seulement cette année, tu allais voir un Godot. Parce que l'autre chose qui est amusante, c'est que Beckett, bon, dans ta vie c'est très important, dans la mienne aussi d'ailleurs, chers auditeurs, les gens qui aiment le théâtre, ils peuvent pas rater Beckett, et même ceux qui l'aimeraient pas, on peut pas le rater. Et là il y a Godot qui commence dans quelques jours. Ah ben voilà, moi je suis entre deux Godot, celui que je viens de voir, mais c'est tout frais dans ma mémoire. Je l'ai vu au mois de décembre à Paris, d'où ton lapsus là, oui, voilà. Oui, merci. Parce qu'on en parlait, voilà. Et puis oui, en effet, donc à l'épée de bois. À l'épée de bois, au théâtre de l'épée de bois, à la cartoucherie de Vincennes, oui. Et puis celui qui s'en vient ici à Québec dans une semaine. Théâtre de la Bordée, c'est mardi prochain. T'as commencé un 22. Ah, il y a quand même quelque chose qui est amusant. J'ai replongé évidemment. Salut à Luc aussi, avec qui on a fait une émission en février en février, oui. Et grâce à qui, Luc Mercier, grâce à qui j'ai pu venir voir ça. C'était une rencontre de hasard. Et alors en replongeant, donc ça fait 2 fois si tu veux en quelques mois que je replonge un peu dans la biographie de Beckett. Et là je me suis dit mais il est né un vendredi de Pâques, incroyable mais vrai. Bref, on n'est pas loin de sa date de naissance là, en 1906, et on est en 25. Il va y avoir un truc important à fêter l'année prochaine là au même moment. Tu s'en vas ? Ouais. Toi, c'est rentré à quel moment dans ta vie Beckett, ou bien est-ce que tu veux nous parler d'abord de ton actualité brûlante ? Mais ce que tu préfères, en fait, mon actualité brûlante, j'ai l'impression qu'elle est brûlante depuis toujours. Depuis toujours, tous les jours, ça règle la question. Et donc, elle touche aussi mon histoire, l'histoire, donc quelque chose qui est censé s'effacer à un moment donné, ne plus nous toucher avec tant de force encore. Non, moi je vis beaucoup dans le présent, mais la mémoire est elle aussi très présente en moi, donc ce que tu préfères. Eh ben écoute, on a dit que on finira par le présent après tout, c'est ce qui... On va commencer par cette inscription de Beckett, du théâtre dans ta vie bien sûr, pas que, parce que tu fais des choses, on y reviendra, photo et poésie, ça c'est complètement actuel. Tout à fait. Complètement. Mais alors, Beckett, il est rentré comment dans ta vie ? Écoute, Beckett, il est rentré dans ma vie comme d'autres auteurs ou d'autres personnalités qui m'ont inspiré sont entrées dans ma vie, c'est-à-dire par les livres de la bibliothèque de mon père. Je suis tombé un jour sur une revue roumaine qui s'appelle Secolul 20, le 20e siècle, et donc c'est là que j'ai découvert les premiers textes de Beckett. J'étais assez jeune, je crois que j'avais dans les 12-13 ans à l'époque, et puis j'ai été très étonné de découvrir cette écriture si... comment dire, il y a une simplicité dans l'écriture de Beckett et en même temps une richesse qui s'agglutine
de façon presque magique. Et j'ai retrouvé le même sentiment plus tard, alors que j'ai commencé à travailler en théâtre sur Beckett. À l'université, j'avais une petite compagnie de théâtre et je me suis proposé d'explorer Beckett. Et c'est le même sentiment qui m'a frappé. C'est tellement simple, au fond, c'est tellement vide. Et pourtant, on se sent habité. Si la scène n'est pas habitée ou qu'elle semble désertée quelque peu, à l'intérieur, c'est vraiment, c'est tout un univers qui s'ouvre, un univers de sens, de sensorialité, d'émotion. Et plus tard, j'ai appris à appeler ça, ou j'ai découvert et j'ai appris à appeler ça des vécus. Des vécus. Des écus comme des les vécus. écus. Des vécus, oui. Qui est une chose puissante. Et donc, je travaille beaucoup avec ce concept de vécu phénoménologique. Et d'expérience. Et d'expérience, voilà, du sentiment de présence, enfin, de tout ce que notre conscience ou ce que nous stockons à l'intérieur, notre mémoire, les concepts, les théories, ne peuvent pas nous offrir. Et j'ai découvert que Beckett s'adressait à une autre forme de spectateur, à une autre forme, à un autre type de spectateur, à une autre forme de sensibilité, et que le plaisir du spectateur, on ne le cherche pas, ou il ne l'attendait pas, il ne s'attendait pas à le manifester, ou voilà, dans les histoires de sens, de signification, de message, mais plutôt dans le transfert d'une expérience qui se passe à la scène, ou qui semble se passer à la scène, puisque il n'y a pas d'expérience véritable. Je veux dire, l'âme du personnage n'existe pas. C'est une illusion. Mais les personnages de Beckett sont appelés ou les acteurs beckettiens plutôt, sont appelés à ne pas tomber dans l'illusion de leur personnage, à ne pas interpréter, voire à effacer toute forme d'expression théâtrale classique, de se mettre dans une espèce de neutralité. Et c'est étrangement, c'est ce vide-là qui se crée par cette neutralité-là, qui donne au spectateur déjà le courage aussi, l'impulsion de se projeter lui-même dans la, soi-disant, peau du personnage. Et donc, moi, je trouve que l'expérience du théâtre beckettien, c'est de faire vivre au spectateur le personnage, mais autrement que ce que disent les théories classiques. Il ne s'agit pas de l'illusionnisme, de tomber dans l'illusion de la représentation. Par contre, on a comme le sentiment d'une espèce d'immersion, presque d'une forme de réalité virtuelle, en mode psychologique, pas technologique, mais en mode psychologique certainement, une espèce de transe, voilà. On a l'impression d'être un personnage parmi les autres devant Beckett, devant le théâtre de Beckett, si le théâtre de Beckett respecte ses didascalies, ses multiples indications scéniques, sa vision de mise en scène qui est déjà inscrite dans le texte. Oui, quand on s'est parlé hier, tu me disais c'est quasiment l'idée d'inviter à entrer dans le spectacle, le spectateur, ou de l'accueillir, de partager cette expérience. Je pense pas qu'il y ait une invitation à proprement parler, mais c'est parce qu'une invitation donc implique un appel quelque part. Il y a un acte d'inviter ou d'appeler le spectateur à venir participer. Il y a des formes théâtrales contemporaines qui le font, mais c'est pas ça chez Beckett. C'est en fait laisser la porte ouverte à quelque chose d'inattendu et de magique qui arrive à se passer comme d'elle-même. Oui. Et
Et que le spectateur soit dans la plus grande liberté possible. C'est un peu ça, quand tu parlais de phénoménologie, tout ça, d'arriver au fond tout libre, comme un enfant qui ne serait pas enfermé dans des catégories. Oui, c'est un peu ça. Et je dirais que cette liberté-là a un prix. Oui. Elle perd quelque chose. Hein. En fait, c'est parce que cette liberté-là, et dans l'esprit de la phénoménologie, retourner aux choses mêmes implique de se débarrasser de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qui vient s'asseoir en nous, dans la conscience comme héritage culturel, comme des affaires d'éducation, des rituels sociaux, des apprentissages. À un moment donné, il faut savoir et arriver à faire le vide pour justement accueillir l'objet dans sa, appelons-la comme ça, dans sa vraie nature, dans sa forme pure, dans cette forme qui existe et qui n'a pas besoin en fait des concepts qui tournent autour de l'objet, qui tournent autour du phénomène quel qu'il soit. Tu sais, Christine, la vie nous apprend à vivre d'une certaine façon, selon des lois, selon des règles, à reconnaître les modèles. Et donc, au fond, elle nous enlève la liberté justement parce que on sait tout d'avance et on sait comment cheminer à travers les réseaux existentiels, si je puis me permettre. Mais donc, c'est ce qui fait que nous ne vivons pas véritablement. C'est que nous empruntons des façons de faire parce que voilà, comme une espèce de réflexe conditionné, on sait que le rouge s'allume, on s'arrête au feu. Il vaut mieux, remarque ça. Il vaut mieux, oui, tout à fait, dans le monde fou où on vit, là, on a besoin de ça, c'est vrai. Mais donc, notre tête est toujours ailleurs. Et alors, que ce soit dans le passé ou dans un futur qu'on projette devant nous, et on n'arrive plus à vivre dans l'instant présent. Et donc moi, je pense que ma nature est en quête de cette chose-là qui s'appelle l'instant présent, que j'aimerais bien récupérer le plus possible dans ma vie. Je crois que Beckett m'a offert une possibilité de le faire. Tu sais, je le considère un petit peu comme une espèce d'ange gardien qui est tombé dans ma vie, et qui m'a appris quelque part à me débarrasser de toute cette accumulation que je vis comme tout un chacun dans ma vie personnelle, accumulation d'objets, de tâches, d'envie, de désir, de désir d'être bien, de bien vivre, de découvrir de belles choses. Et Beckett m'a appris, en fait, l'autre facette de la médaille, ou si on veut, cette substance révélatrice de contraste qui est l'absence, qui est le silence, qui est le noir, l'absence de lumière, et que sont les sentiments que nous jugeons habituellement négatifs, la tristesse, voilà, la déprime, je sais pas moi, donc tous ces sentiments qu'on est appelé quelque part par notre propre nature à fuir. Eh ben non, si on veut vraiment être heureux, être en vie, se sentir vivant, j'ai l'impression qu'il ne faut pas les refuser et qu'il faut accepter de tout vivre. Beckett m'a appris ça, je dirais. Beckett, ange gardien, comme tu dis. Oui. Et il rentre dans ta vie donc à travers une revue. Oui. Tu dis c'est la revue 20e siècle, c'est ça? Oui. Ça s'appelle comme ça? Oui, le 20e en roumain, siècle. Ça s'appelle... Secol 20. Ah. Le 20e siècle. Okay. Ça sonne bien aussi. Hein. Ça sonne bien. Hein. Et d'ailleurs, il y a une musique dont il va falloir qu'on parle. C'est celle avec laquelle on a commencé l'émission. C'est tout à fait
roumain et c'est même la roumanité idéale pour toi. Oui, tout à fait. C'est George Enescu. C'est George Enescu, la Rhapsodie roumaine, Rhapsodia română, que j'ai l'habitude d'écouter à chaque 1er décembre. C'est la fête nationale de la Roumanie. Ah, oui. d'accord. Et qui remet, disons, en place, ou qui redonne vie un peu pour quelque temps à ma roumanité, tu vois, que j'accepte bien d'ailleurs. J'ai été souvent en conflit avec elle. Ah oui? Oui, jadis. Mais donc on vieillit et puis on se dit, écoute, faut pas. Mais donc oui, c'est une histoire. C'est une histoire d'amour, la Roumanie. Et puis, je pense que cet amour, George Enescu l'exprime avec tant de profondeur. C'est une Roumanie. C'est une Roumanie idéale. Enfin, c'est l'idéal de la roumanité que cette œuvre musicale surprend. Quelque chose qui ne s'accomplira jamais, sans doute. Mais lui, il a réussi à en faire une essence musicale qui capte l'esprit de la roumanité tel qu'il serait s'il n'y avait pas l'histoire, s'il n'y avait pas les enjeux politiques, les conflits, s'il n'y avait pas la bêtise humaine, s'il n'y avait pas eu le communisme, s'il n'y avait pas eu tant et plein de choses, tu vois. Mais donc moi j'aime bien parce que cette Roumanie potentielle à l'extrême peut exister, peut se matérialiser, ne serait-ce qu'à travers la musique. Déjà pas mal. Alors c'est George Enescu, moi je le découvre grâce à toi. Il est né en 1881, et il nous quitte en 1955. Ça nous situe un peu... C'est pas loin, hein? C'est pas loin, c'est pas bien loin. Il a vu naître le 20e. Il avait quoi, 19 ans quand le 20e est né. Beckett arrive 6 ans après. Et donc, toi tu découvres Beckett dans cette revue roumaine, 20e siècle, que je ne saurais pas la renommer, c'est très joli. Si tu veux nous la redire, Ali. Secolul 20. Ah, merci. et puis, ça reste dans ta vie. Et ça devient ta thèse de théâtre. Et tu parlais tout à l'heure d'espace vide. Ouais. C'est dans le titre de ta thèse, non? C'est dans le titre de ma thèse, oui. Et c'est le livre de Brooke aussi, de Peter Brook, qui est d'ailleurs venu à Québec. Brooke, voilà, tout à fait. Mais c'est dans ta thèse. Tu as Mais c'est étudié dans la ma thèse. question. Oui. Tu l'as faite avec Josette, sous la direction de Josette Ferral, je pense. Oui. Je voulais la saluer au passage. Oui, moi aussi, si elle nous entend. Et donc, ça, c'était en quelle année déjà que tu soutiens cette thèse à l'UQAM, à Montréal? Je crois que je l'ai soutenue un 1er décembre. Ah bah ça alors. Est-ce que c'était arrangé avec le gars des vues? Non, c'est tombé comme ça. Un heureux hasard. Oui, exactement. Un 1er décembre 2006, voilà. Oh, ouais. Bon, alors ça veut dire bientôt 20 ans. Oui. Et l'année prochaine, ça on fêtera vite. Ça peut-être. On devrait se revoir un 1er décembre. Pourquoi pas. Et donc, et qu'est-ce qui t'amène de Montréal à Québec? De Montréal à Québec m'amène comme tout doctorant, enfin docteur, puisque oui, ça à là, tu es l'époque, docteur. donc là je deviens docteur, donc je suis à la recherche d'un poste. Et donc je trouve ce poste à Québec en 2008, puis j'ai le plaisir de l'avoir. Et donc, voilà, Québec devient mon espace de vie. Quand est-ce que tu arrives à Québec? En 2008. 2 ans après, la fameuse année, oui, l'année des 400 ans. Voilà. Comme quoi. Ouais. Tu arrives en 2008 et tu donnes des cours de théâtre, bien sûr, entre autres. De mise en scène. Tu mets, il y a une sorte de... Je donne donne un cours de mise en scène, direction d'acteur. C'est le seul cours pleinement pratique que j'enseigne. D'accord. Pour le reste, c'est des cours théoriques avec une dimension pratique, parfois expérimentale. Mais voilà.
Et régulièrement, tu travailles avec Beckett, forcément, comme c'était le cas au printemps dernier, après toute la session d'hiver. Des jeunes, là je pense à Luc, à Philippe, mais il y en a d'autres. Tu penses au séminaire, à mon séminaire Beckett, en fait séminaire qui s'appelle Beckett l'espace vide. Et voilà, justement. Et le théâtre phénoménologique, voilà. Bon, tout y est. Donc, tout y est. Et oui, donc j'ai le bonheur de continuer à vivre dans cet univers-là. Et puis, les rencontres que j'ai dans ce séminaire sont sont probablement les plus belles de toutes, enfin, dans le milieu académique, enfin, dans mon activité didactique, c'est parce que c'est là que, en fait, moi qui aime pas le côté rigide de l'enseignement, je trouve toute la liberté de m'ouvrir aux étudiants, enfin d'ouvrir ma sensibilité ou mon univers de connaissances, de doutes, d'interrogations et d'échanger avec eux. Et ça fonctionne à chaque fois. Je sais pas comment, par quel coup de magie, mais c'est toujours une rencontre exceptionnelle. Voilà, donc par exemple, je sais que tu as assisté donc aux projets expérimentaux. Cette affaire expérimentale, donc je l'utilise aussi dans le séminaire, c'est parce qu'on n'explore pas que théoriquement Beckett, où on ne fait pas que parler de lui ou de ses œuvres, mais j'invite les étudiants à produire un petit quelque chose, une mini-création dans l'esprit beckettien, selon la façon dont ils le comprennent, dont nous le discutons et nous essayons de le définir aussi. Et donc voilà, par exemple, l'année dernière, tu avais vu une petite œuvre, là, une mini-œuvre cinématographique de Rima Kana, voilà, l'étudiante qui avait fait ce court-métrage, qui présentait un personnage perdu dans un tunnel, où il se déplace et ça ne finit plus, hein, le tunnel continue et voilà, je sais pas, il n'y a pas beaucoup à interpréter chez Beckett, mais il y a beaucoup à vivre, justement. Est-ce les pas de l'existence, de la conscience du personnage, la conscience perdue du personnage, de son cauchemar. Et donc, je crois que elle avait bien réussi à nous transmettre ce sentiment-là. Puis il y a Luc Mercier, que tu connais, très bien d'ailleurs aussi. Salut à lui, salut Rima. Voilà, qui lui jouait sur la répétition et la cacophonie dans une performance qui est censée déstabiliser le spectateur, avec une projection de texte qui s'efface, du fait du décalage, de leur impression répétitive sur une page, et donc cette impression-là arrive à effacer le texte, et donc c'est fait en projection, mais aussi d'autres effets radio ou sonores et performatifs d'autres genres, voilà, qui prennent enfin le même modèle d'un effacement du langage au profit d'un sentiment ou d'un effet de présence. En fait, ça nous ramène à nous-mêmes, enfin ça ramène le spectateur à lui-même, et peut-être même à cet ici et maintenant que nous n'avons pas vraiment le temps ni l'occasion de découvrir souvent dans notre vie. L'effacement du langage, du message, du sens est censé nous ramener au point zéro de l'existence, c'est-à-dire ici et maintenant. Et puis il y avait Philippe Dufresne, lui aussi, avec une œuvre multimédiatique, là, texte, image, son... chaise. Son IA, oui, voilà. Avec la chaise, oui. C'était intitulé « Où les jambes ?» et qui avait l'idée d'étouffer l'image pour le bénéfice d'une énonciation, encore une fois, inintelligible. Et dans l'image, la chaise qui occupait le centre du champ s'estampait à mesure que progressait la narration d'un texte
asyntaxique, comme il nous le disait. Et ce cours-là, tu l'as donné, ou peut-être qu'il n'avait pas le même titre. Il y avait en tout cas cette exploration à Beckett, avec Beckett. Tu l'as proposé quelques fois avant. Je pense que tu as des souvenirs d'autres. Oui, je l'ai donné au moins 5 fois, je crois, voilà, ce séminaire. Oui, depuis une dizaine, plus que ça. 2011, je crois, la première fois, ou 2010. Et à chaque fois, j'organise cet événement que j'intitule Beckett, Sens et Sensation. Dans lequel on regroupe toutes les créations des étudiants et on les expose, on les présente dans une soirée, que ce soit dans un musée, on l'a fait aussi au musée d'art contemporain, on l'a fait aussi à l'université Olantis et dans d'autres endroits. Okay. Et à chaque fois, c'est un bonheur. Et oui, et ça habite l'espace théâtral et de nos esprits. Les choses qu'on a vues, moi je me rappelle d'un Beckett qui est venu ici de Peterbrook justement pendant un carrefour international de théâtre. Ça devait être la pièce où Winnie est enfermée. Enfin, il y avait que jouait Madeleine Renaud. Oh les beaux jours. Voilà. Et puis personnellement, j'ai dû voir un Godot et bizarrement. Au lycée, joué par des jeunes de lycée, parfois il se passe des choses tellement extraordinaires dans les lycées. Je me rappelle encore du personnage de Lucky, celui qui joue l'homme Anne, entre guillemets, qui est fouetté par Pozzo. On a les deux clochards là, qui sont magiques, qui parlent ensemble, mais on a cette arrivée curieuse de Pozzo et de Lucky. Lucky. C'est un rôle qui laisse des traces. Moi, je me rappelle encore du visage de celui qui jouait ça. Il était très... Oui, c'est parce que lui aussi, il est soit victime d'un effacement de sa conscience, d'une perte de sa mémoire, parce qu'enfin, on pense là à son monologue, à cette rupture du langage, cette dissolution du langage, mais il y a des bribes d'idées, enfin, qui traversent son esprit et qu'il projette sans interruption pendant je sais plus combien, mais pendant des minutes entières, avec une syntaxe impossible, qui est l'esprit, qui est qui est le signe d'une qui est le signe de quelque chose de tragique qu'on ne peut pas définir. Et qui probablement, ce que tu as vu là en face affiche, ou qui s'imprime sur le visage de celui qui joue Lucky. Et je l'ai connu également comme ça, tu vois, comme moi, j'ai eu cette belle occasion de mettre en scène l'acteur qui le faisait, puis je vais prononcer son nom, Alex Diaconescu. Je l'aime bien toujours. Lui, il faisait Lucky et il avait donc ce visage qui était traversé par tous les par tous les drames d'une existence, par tous les drames d'une mémoire défaillante, par tout ce qui est signe d'une absence de vie. J'ai été toujours impressionné de l'entendre bégayer, de l'entendre chercher en fait les mots qu'il ne sait pas retrouver, et à la place il y en a d'autres qui sortent de sa bouche, et avec cette espèce de rictus et ce voilà. J'arrête ici parce que ça m'impressionne, ça me retransporte dans cet univers. C'était quand tu l'as monté, ce Godot? Fin des années 90, 98 peut-être. Ok. En Roumanie? En Roumanie, oui. Et tu jouais dedans, non? Je jouais Pozzo. Et oui, quel rôle bizarre, hein? Oui. Alors, comment tu as joué ça? Avec
grand plaisir, hein, je vais te dire, c'est parce que Pozzo, c'est pas quelque chose de vulnérable, du moins pas dans sa première apparition, et c'est pas quelque chose d'insignifiant. Pozzo, c'est Pozzo, c'est Pozzo. Tu as beaucoup d'amis italiens d'ailleurs, je crois aussi. Pozzo qui dit Pozzo d'origine divine. Et donc voilà, j'ai découvert ce Pozzo et je me suis fait grand plaisir à lui donner une forme de vie. Et Didi et Gogo alors? Et Didi et Gogo, Vladimir Estragon. ce sont les âmes perdues de tout un chacun. Si on prend le temps de se regarder dans le miroir ou de regarder en nous-mêmes, on arrive à découvrir le Pozzo en nous, l'estragon en nous. Vladimir, le Vladimir en nous et l'estragon en nous. Vladimir, lui, il est toujours, il a plus d'espoir, il a plus il est plus conscient qu'Estragon. Estragon, lui, c'est aussi quelqu'un qui est un peu, qui est paumé, qui a perdu les repères de sa vie, de sa mémoire. D'ailleurs, il est amnésique. Il se rappelle jamais ce qui s'est passé avant-hier. Et c'est d'ailleurs un motif de leur discussion et de leur petit conflit là en scène. Et donc c'est ça aussi, cette tension qui s'établit entre l'espoir dans quelque chose et l'effacement de la mémoire, la perte des souvenirs qui crée encore une fois un effet de contraste qui est tellement expressif du sentiment du vivant. Sans les deux, on ne peut pas véritablement vivre ou apprécier la vie dans sa plénitude. On va parler bientôt de la musique parce que finalement, comme j'ai vu que j'avais bien envie que tu racontes plein de choses, je me suis dit, je vais devoir mettre la musique dessous, sinon on ne pourra pas. Ouais. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées. Je pensais d'ailleurs quelque chose de très méditatif qui était avec nous, là, de Max Richter. Comment il s'appelle déjà, c'est ça? Max Richter, oui. Et là, on est passé au chant chez Handel, classique, avec une... Oui, Lascia Chiopiano. Oui, là encore, tu vois, pleurer, ça, non? Oui, laissez-moi pleurer, laissez-moi pleurer, mais c'est un cri de liberté ou d'envie de liberté du personnage qui est enfermé dans j'allais dire dans une cage, mais c'est une forme de cage, dans l'opéra Rinaldo, par exemple. D'où provient cet air, puis elle a fait partie aussi d'autres opéras avant. Mais donc, c'est encore une fois cette tension entre, disons-le de façon très banale, entre le noir et le blanc, entre tout ce qu'il y a de plus heureux dans la vie et tout ce qu'il y a de plus triste ou noir ou sombre, ou entre espoir et désespoir. Et je crois que ce cri, enfin pas ce cri, mais cette chanson et ces belles paroles et cette belle voix mettent en scène, presque de façon visuelle, cette tension comme une ligne entre ces deux extrêmes. Le désir de liberté et puis le constat d'un enfermement ou voilà. Beckett, tu l'as aussi, c'est vraiment régulier dans ta vie. En 2020, tu as fait quelque chose. En fait, il n'y a pas que Beckett. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, j'ai traversé un peu ce que tu as fait depuis ces dernières années. Et je suis aussi tombée sur Shakespeare. Ouais. Il y avait des belles choses en 2020 avec Beckett, mais il y a aussi les sonnets qui font partie de ta vie de Shakespeare, entre autres. Oui. Hein. Tu fais beaucoup de choses avec ça.
J'ai commencé à faire beaucoup de choses que je me suis refusé pendant longtemps. Ah. Parce que ma mère m'avait remis dans les bras, enfin dans les mains, en cadeau, un bouquin gros comme ça, avec les œuvres de Shakespeare en anglais. Ma mère tu avais les œuvres complètes, ta mère, pardon? Oui, ma mère est prof d'anglais, où elle l'a été en tout cas, elle est à la retraite maintenant. Mais donc, ce fut son plaisir, et puis j'ai essayé de découvrir le mien, tu vois, et ça se passait quelque part à l'âge de, je sais pas moi, 12 ans, 13 ans, non, 13, 14, je pense, oui, pour être, oui. Et j'ai apprécié. J'ai lu les pièces. Je crois que j'ai évité ou voilà, contourné les sonnets à l'époque. J'ai jamais beaucoup aimé la poésie quand j'étais très jeune. Je l'avoue. Je l'ai découverte beaucoup plus. Oui, je l'ai découverte beaucoup plus tard. Parce que là, elle habite ta vie justement, dans ta vie de photographe, voire parfois de ciné-photographe. Oh oui. Il y a des poèmes. Il y a des poèmes, oui, mais c'est parce que c'est avec Shakespeare que je les découvre. Les sonnets. Avec les sonnets, et je les ai découverts dans la pandémie. Ah bon? J'avais beaucoup plus de temps et je travaillais les sonnets. J'avais proposé les sonnets à mes étudiants dans le cours de mise en scène, direction d'acteur. Voilà, prenez 2, 3 sonnets, mettez-les bout à bout, faites-en un scénario et dirigez-le. Et à un moment donné, je me suis dit, dans cette année du début de la pandémie, je me suis dit, mais c'est pas correct. Tu ne l'as jamais fait toi-même. Comment leur demander de faire ça? Et à ce moment-là, je me suis mis sous un grand signe d'interrogation, même professionnellement. Je me suis dit, c'est pas correct. Il faut que tu fasses toi aussi quelque chose. Il faut que tu fasses l'essai et même te mettre en danger, en état de risque là, et même présenter ce que tu fais pour que tu aies le droit de les pousser à faire du Shakespeare, et en plus les sonnets. D'autant plus que moi, je me suis refusé pendant très longtemps. J'ai eu peur de Shakespeare. Je me suis dit, Shakespeare, c'est pas pour moi. Shakespeare, c'est monumental, c'est pour les grands. Tu t'es dit ça tout de suite quand tu as reçu ce gros livre-là? Oui, après avoir lu. Après, donc tu as tout lu quand même avant de dire ça. Oui, j'ai lu, oui. Et qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu des coups de foudre ou tu t'es juste dit c'est pour les grands? Écoute, j'ai lu avec une espèce d'étonnement et les yeux grands ouverts, là, comme devant une statue. Puis la statue, enfin, me faisait des signes, peut-être, me faisait vibrer, tu vois, comme je veux dire les paroles ou le texte ou les belles scènes là de Roméo et Juliette ou autres. Et puis, mais c'est tout. Ça n'a pas immédiatement collé. Bien sûr, après, j'ai eu la chance de voir un peu de Shakespeare, un peu moins au théâtre, dans la Roumanie de l'époque. Mais bon, bref, j'ai pu voir les productions de la BBC sur Shakespeare dans les années 80. Et j'ai adoré, j'ai commencé à aimer. Mais Shakespeare, c'était toujours encore inaccessible pour moi. C'était un rêve. Et moi, j'ai redécouvert Shakespeare en 2020. Ah bon? Oui. La fameuse pandémie, comme tu disais. Je l'ai découvert où je me suis permis de rêver au fait que je puisse l'approcher ou toucher à sa poésie, à sa langue. Il y a aussi l'anglais, son anglais, sa langue, la langue du poète. De Shakespeare qui m'intéresse beaucoup, et donc je fais souvent, je ne refuse pas de mettre en théâtre ces paroles en français ou en roumain, mais c'est une quête personnelle pour moi. Ça vient peut-être de ma mère ou du fait que j'ai appris l'anglais assez jeune avec ma mère. Mais donc voilà, je suis à la quête de la langue de Shakespeare, même de la langue de Shakespeare à l'époque de Shakespeare. Je ne la maîtrise pas, mais je l'étudie. Et le théâtre, il est rentré en toi avec Shakespeare, avec Beckett, ou avant ces deux? Avant ces deux. Avant ces deux. Et ouais, pour ça, il y a 2 personnes qui sont responsables. Ah bon? Oui. Louis de Funès.
Ah bah ça alors. que j'adorais dans mon enfance est ma grand-mère maternelle, qui était une sorte de Louis de Funès dans la maison, surtout dans la vie des enfants. Enfin, de ses petits-enfants, moi-même et mon frère Dominique et moi-même. Et donc, elle a rempli notre vie de joie et de théâtre. De joie et de théâtre, c'est pas mal. Oui. La joie, sans le théâtre, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle vous faisait? Et le théâtre, comment elle faisait? Elle nous faisait rire. Elle nous faisait rire. Parfois aussi parce qu'elle nous aimait beaucoup, elle cachait beaucoup toutes les petites conneries qu'on faisait, voilà. D'accord, elle vous protégeait, oui. Elle nous protégeait énormément et puis même parfois elle imitait mon père, notre père là, pour dire que le shérif il va arriver et puis il prenait sa voix sérieuse, puis nous on était morts de rire. Donc ça a commencé par le rire, c'est beau quand même. C'est très très beau. Ouais. Et tu as choisi à un moment de faire des études de théâtre ou tu as fait autre chose avant? J'ai fait toujours autre chose avant d'arriver à ce que je voulais. Ouais. À un moment donné, oui, j'ai essayé de faire des études de théâtre, façon classique et tout ça. Mais donc, ça n'a pas marché parce que c'était l'année où la loi avait changé, que on pouvait plus se permettre de faire un nouveau diplôme, un nouveau bac par exemple, une nouvelle licence ou une nouvelle maîtrise. Enfin, c'était une maîtrise en mise en scène que je visais, sans payer. Moi, j'avais pas l'argent pour payer un deuxième diplôme et j'ai dû renoncer. Mais je suis toujours allé à la recherche d'ateliers, de formations, des plus diverses, hors le cadre académique habituel, enfin des conservatoires ou des universités. Et c'est comme ça que j'ai complété ma formation. Plus, j'ai imaginé ma propre formation. Je me permets de dire ça. M'excuse pour le manque de modestie, mais donc il y a cette dimension autodidacte dans ma vie. Mais alors du coup, ta formation, tu vas la chercher aussi dans un autre pays? Tu quittes la Roumanie à un moment? Comment ça se passe, le départ de Roumanie? Ma formation, je l'ai cherchée, aussi en France, par exemple. Oui. J'ai eu la chance de travailler avec une chorégraphe, Brigitte Fischer, à Toulouse, où j'ai pris mon premier atelier de danse contemporaine pour acteurs. Et j'ai saigné, j'ai pleuré, j'ai été désespéré parce que je ne me voyais pas faire ça. Et puis, j'ai eu en elle une amie et aussi une enseignante et quelqu'un qui a éclairé mon chemin, qui m'a appris des choses et qui a su me réveiller et me dire, au lieu de me montrer de l'empathie, il m'a dit: Liviu, tu peux pas faire ça. Tu vas travailler. Tu te relèves et tu travailles. Et j'ai découvert ça. Et j'ai découvert aussi le bonheur qui est celui de souffrir sur la scène, parce qu'en danse, on souffre. Oui, en effet. En danse, c'est laisser différent. Des séquelles. Oui. C'est différent. C'est différent, oui. Et puis d'ailleurs, son expérience à cette chorégraphe, à Brigitte, elle a intégré le monde de la danse contemporaine après avoir souffert un accident en tant que danseur de classique, tu vois. Oui. Et donc quand elle m'a raconté sa vie et puis ce que signifie la véritable douleur, souffrance, je me suis dit c'est le cas là d'arrêter de pleurer, de continuer là. Voilà. Appliquons la règle. Oui. Fondatrice. Voilà. Et puis, pour passer ta question, donc porter sur... comment au fond, où est-ce que tu as roulé, où est-ce que tu as bourlingué, comment tu as quitté la Roumanie, comment tu t'es formé et où?
Je me suis formé en Roumanie, je me suis formé en France, je me suis formé à Montréal, au Québec, au Canada, et je me forme toujours partout où je vais, c'est-à-dire que j'ai encore le sentiment d'être très jeune et très étudiant, tu vois, pour ma vie. En fait, je me refuse encore de me considérer accompli. Je trouve que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et je vais te dire, j'aime tellement apprendre de mes étudiants. Ah oui, ça va dans les deux sens. Hein. Ah oui. C'est vrai. Oui. Ouais. Justement, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une autre rencontre, juste les souvenirs, les flashs. On a déjà un peu fait là, de toute façon. Mais donc, tu parlais de ta roumanité et de t'être réconcilié avec ta roumanité. Tu as eu... C'est amusant parce que justement cette nouvelle chose que tu développes dans ton art, dans tes manières d'exercer ton art, c'est la photo, la poésie, mais avec un ami roumain. Ouais. C'est fou ça. Ça c'est mon dernier projet, probablement le projet de ma vie, la vie qu'il me reste à vivre, j'imagine. Ou du moins c'est comme ça que je le vis à présent. Oui. Je suis assez intense moi quand même, avec mes vécus, mes sentiments, mes émotions. Mais donc j'ai appris aussi qu'il faut le dire là. Tu aimes quelque chose, tu le dis, tu le caches pas. Et oui, j'ai donc un ami, qui vient du même pays que moi, donc du même pays, genre du même bled là que moi en Roumanie. Comment s'appelle ta ville déjà? Suceava. Mais je suis né à Brăila, qui est sur le bord du Danube, et qui est une ville avec une influence grecque, anciennement. Maintenant, les Grecs sont partis depuis le régime communiste et tout ça. Ils ont déserté la ville. Mais donc, il y a aussi la Grèce dans mon histoire. Mais, oui, et puis tu y vas bientôt. Là, tu pars dans quelques jours en Moldavie, en Roumanie, en Grèce. Oui, je le fais à chaque année. Mais ça va être pour un autre épisode, parce que c'est très long. C'est très long. Sinon, donc, avec cet ami, Gabriel... Gabriel Morochan qui est photographe, qui a un œil extraordinaire, qui fait de la photo de rue à Vancouver notamment. Alors lui, il sort dans la rue, il est capable de passer des heures et des heures sous la pluie, sous la neige, le froid, et il cherche. Il est à la chasse là. C'est un chasseur d'images, de têtes, et puis voilà. Donc il publie ses photos, et j'ai l'habitude de les commenter de temps en temps. Et un jour, mois d'octobre dernier, je lui laisse un commentaire. Et je trouve quelques jours plus tard que le commentaire est plutôt... c'est plutôt un poème. Alors je le prends et je me dis, tiens, je vais le fignoler, je vais le transformer véritablement en poème. Et je découvre qu'en fait, nous avons tous les deux un photopoème ensemble. Oui, l'œuvre est faite. Et voilà, c'est comme ça que notre premier, à Gabriel et à moi, photopoème est sorti, est né l'automne dernier. Il s'appelle The Quantum Pianist. Je l'ai écrit en anglais. Et puis, de là, tout un projet que nous avons lancé, projet que nous avons intitulé Photo et Ciné Poème. Et lui, ce titre-là est inspiré notamment, le terme de ciné-poème est inspiré de Benjamin Fondane, qui est un poète franco-roumain d'origine roumaine, juif. Oui. Et sur lequel tu travailles encore même sur la question de l'exil, je crois, de la migration. Tout à fait. Oui, j'ai écrit aussi un scénario à partir de la poésie. En fait, j'ai eu un projet de recherche-création. Et nous sommes plusieurs à avoir travaillé là-dessus, puis à écrire ce scénario sur l'exil. Mais donc pour revenir à Fondane d'aujourd'hui, de cette année, et de tout ce qu'il nous apporte pour infuser d'une nouvelle énergie ce dernier projet de photo et ciné-poème. Le ciné-poème, c'est une forme littéraire chez Fondane. Il en a écrit plusieurs et il les théorise un petit peu. Ce sont comme des vers, c'est de la poésie avec des vers qui ont l'air
qui prennent la forme de didascalie, d'indications de mise en scène, d'indications de mise en scène cinématographique. Et ce qui est beau, c'est que c'est des paroles qui ont le pouvoir, qui sont tellement expressives, elles ont le pouvoir d'allumer dans l'imaginaire du spectateur un cinéma virtuel, un cinéma imaginaire. Et donc, toutes ces indications de mise en scène qui sont poétiques, bah, ça fait du zoom in, du zoom out, du montage, des transitions, des superflus, des superpositions. C'est extraordinaire. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, il faut profiter aussi du fait que, pas profiter, mais donc, nous vivons à l'époque que nous vivons, l'époque des écrans et de l'image. Nous allons essayer d'apporter un peu de la richesse expressive de l'image et puis de la mettre en dialogue avec la poésie. Et les photopoèmes que nous faisons, ça n'a jamais rien, quelque chose de redondant, c'est-à-dire la poésie qui explique la photo ou la photo qui illustre le texte de la poésie, c'est pas ça, ça se complète et puis l'une ouvre les pores de l'autre et l'univers de sens et de sensations de l'une et de l'autre. Et c'est ça que je trouve beau et inspirant. Et donc ça va faire aussi, à part les photopoèmes, ça va faire des ciné-poèmes. Nous avons tourné un premier court-métrage. En janvier, tu m'as dit. Oui, en janvier, sur la poésie de Benjamin Fondane, sur le poème Ataliarque, écrit en roumain. C'est un poème de la période roumaine, parce qu'il y a beaucoup écrit en français aussi. Mais donc voilà, on se propose de continuer ce projet-là. On va voir où ça va nous amener. En tout cas, on le fait pour nous. Et on s'était dit, puis si nous allons gagner un peu d'argent là avec, tant mieux. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment le bonheur que nous avons à nous rencontrer, à travailler les deux avec la même passion, et une passion qui est l'une complète l'autre. Enfin, ça fait une grosse bulle de passion. Est-ce qu'il y a des rencontres prévues pour partager ça Oh oui. Avec On va avoir un premier vernissage en Roumanie, je le prépare là, fin mai ou début juin, la date n'est pas encore fixée pour les photopoèmes. Puis j'espère pouvoir aussi lancer au moins un ciné-poème, puis tester, voir comment ça marche. Mais donc toutes ces choses-là sont au début, expérimentales, mais elles nous promettent beaucoup, du moins à Gabriel, à moi-même. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, incroyable mais vrai, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre première rencontre. Et je voulais en se quittant, quelle place tient la musique dans ta vie? Et là, on entend Fotisionatos parce que tu parlais de ce travail que vous faites sur Benjamin Fondane. Tu avais choisi plus de choses encore. Il y avait même des choses plus contemporaines. Il y avait une chanteuse qu'on connaît bien. Il y avait aussi même David Bowie. Oui, il y avait David Bowie. Oui, il faut que je me rappelle là. Un japonais peut-être. Ryuichi Sakamoto. Oui. Ryuichi Sakamoto, oui. Très joli titre sur les couleurs, sur beaucoup de belles choses. Il y avait même encore un autre morceau que je n'ai pas nommé. La danse écossaise. Ah oui. De ce japonais, c'était une fleur n'est pas une fleur, quelque chose comme ça. Une fleur n'est pas une fleur. Mais c'est dans le même esprit de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une fleur n'est pas une fleur, c'est plus qu'une fleur. C'est-à-dire une fleur est aussi tout ce qu'il a fait, qu'il a fait disparaître. C'est la beauté de la fleur, mais aussi parce que cette fleur-là n'est pas éternelle et qu'elle va finir par faner et disparaître. Donc c'est tout ce jeu entre le monde du vivant et celui des ombres, et du fait qu'il faut profiter de cette beauté qui nous est donnée à vivre pour quelques petites secondes, quelques petits moments dans notre vie. Merci, cher Liviu, et à très bientôt. Merci, chère Christine, ça a été un plaisir. Chers auditrices, chers auditeurs, une très très bonne semaine à vous. Bon printemps, et à la semaine prochaine. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine. Mes amis de filles.